Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Sport Sud, votre rendez-vous et magazine sportif du lundi soir sur TV Sud Camargue-Cévennes, avec ce soir un riche programme qui nous amènera notamment du côté d'Istres avec malheureusement une nouvelle défaite de l'USAM Nimgar en D1 masculine, mais aussi et surtout la belle victoire et la qualification des filles du HBCN, le handball cercle Nîmes. C'était samedi soir pour les huitièmes de finale retour de la Challenge Cup, l'une des coupes d'Europe de handball féminin avec nous. Deux joueuses sur ce plateau. Mais avant cela, un coup d'œil sur d'autres championnats et d'autres équipes de sport collectif nîmois avec les résultats de la 16e journée de la poule 5 de Fédéral 2. Vous l'avez deviné, c'est du rugby. Et avec le RCNG qui confirme son enracinement dans cette poule avec un match nul pour les Nîmois, 20 partout sur la pelouse de Céré. Autre partage des points entre Lombès-Samatan et Gimont, 12 partout. Le carton du week-end est pour vendre l'Espignan et cette nette victoire 32-0 face à Sigean-Port-la-Nouvelle. Succès également pour Thuir, 19-13 face à Saint-Sulpice. Victoire à l'extérieur pour l'entente sportive catalane, 14-12 devant le leader Agatois, c'est la surprise du week-end. Et puis autre succès à l'extérieur pour Mazamet qui l'emporte sur la pelouse de Saverdun 28-11 du fait de ce match nul des Nîmois et de la défaite surtout d'Agde. C'est le RCNG qui s'empare de la première place de cette poule 5 avec 53 points, 5 points d'avance sur Agde, donc deuxième avec 48 et la troisième place à égalité. Céré et l'entente sportive catalane avec 47 points ferme la marche. Sigean-Port-la-Nouvelle avec 5 points et puis à 29 points à la 10e et à la 11e place respectivement. On retrouve Gimont ainsi que Vendre-Port-l'Espignan. La prochaine journée se déroulera le week-end prochain, dimanche 20 février, avec la réception à Kaufmann pour le RCNG de l'équipe de Thuir. Après le rugby et le ballon ovale, place au ballon rond avec une nouvelle journée du championnat de France de Ligue 1 et la réception samedi soir au Parc des Sports d'Avignon par l'AC Arles de l'équipe de Montpellier. Match qui était considéré un petit peu comme un derby avec des retrouvailles entre Louis Nicolin et Marcel Salerno, le président de l'ACA. Deux hommes qui se connaissent particulièrement bien. Et au final, un match nul, 0 partout entre l'équipe provençale et la formation Montpellier-Rennes. Je vous propose de regarder les résultats de cette 23e journée de Ligue 1. 0 partout entre l'ACA et le Montpellier Hérault Sport Club. Le Stade Malherbe de Caen qui l'emporte 2-1 sur la pelouse des Girondins de Bordeaux. Toujours difficile pour l'équipe de Jean Tigana d'inverser la tendance en ce début d'année 2011. Nette victoire de Monaco, 3-1 sur Lorient. Score identique du côté de Marcel Picot, 3-1. Victoire de Nancy face à l'AJ Auxerre. Le Paris Saint-Germain tenu en échec au Parc des Princes, 0 partout pour le Racing Club de Lens. Marseille remporte un succès précieux à Sochaux, 2-1, notamment grâce à un doublé de Gignac. Nette victoire dans le derby entre Saint-Etienne et Lyon. C'est l'OL qui l'emporte 4-1 et qui se venge un petit peu du match aller. Et puis hier dimanche, Rennes l'a emporté 2-0 face à Nice. Nette victoire encore de Valenciennes devant Brest, 3-0. Et le leader lillois, le LOSC, qui l'emporte 2-0 face à Toulouse. Ce qui nous donne au niveau du classement toujours le LOSC en tête de ce championnat de France de Ligue 1 avec 5 points d'avance sur le Stade Rennais, 6 sur l'Olympique de Marseille et puis toujours aux 3 dernières places, Monaco et Lens respectivement 18e et 19e avec 24 points, soit 15 longueurs de plus que l'AC Arles-Avignon qui ferme la marche avec 9 points. Après ce match nul concédé à domicile face à Montpellier, le programme de la prochaine journée, l'AC Arles-Avignon qui se déplacera samedi prochain à 19h sur la pelouse de l'Abbé des Champs à Auxerre. Voyez les détails de cette 24e journée de Ligue 1 et du côté des clubs locaux, Marseille accueillera Saint-Etienne et Montpellier recevra le leader Lille. Début du match entre Montpellier et Lille à partir de 17h dimanche 20 février.
Et puis de la Ligue 1, on va passer à la Ligue 2, vous le savez, avec le dernier match à domicile joué un samedi après-midi cette saison. La LFP a confirmé que l'année prochaine, cette formule d'hiver du début d'année serait bien reprise pour les matchs du samedi après-midi. Elle serait annoncée, en tout cas, elle est annoncée d'ores et déjà. Donc les abonnés pourront se préparer à ces matchs du samedi après-midi. Dernier match donc un samedi après-midi à domicile pour le Nîmes Olympique avant un retour à la normale la semaine prochaine face à Angers. Une série de matchs qui n'a pas porté chance aux Crocos. Et samedi, ils se sont une nouvelle fois inclinés devant la formation de Dijon. Je vous propose ce résumé de la partie avec les réactions des deux coachs, Patrice Carteron et Noël Tosi. Un peu plus de 5500 spectateurs samedi après-midi au Costières pour assister au match entre le Nîmes Olympique et le Dijon Football Côte d'Or sous un soleil des plus agréables. Une rencontre débutée sur un faux rythme, mais au cours de laquelle les hommes de Patrice Carteron allaient montrer leurs aptitudes sous le regard de joueurs nîmois parfois trop figés. Pourtant, à la demi-heure de jeu, ce sont bien les Crocos qui se créent une occasion des plus franches, avec une déviation de Hagui, idéalement exploitée par Adou, qui adressait un centre parfait à Niflor, trop court pour reprendre la balle. Réaction des Dijonnais 8 minutes plus tard avec ce corner frappé par Berenguer et puissamment repris de la tête par Ribas qui allait trouver la main ferme et décisive de Butel. Une occasion franche également en faveur des Nîmois à 1 minute du repos avec un bon travail de Bénézé dans la défense dijonnaise pour un caviar adressé à Niflor mais dont la tête trouvait finalement le poteau de Padovani. 0-0 à la mi-temps et des sifflets pour accompagner les joueurs au vestiaire. Protestation qui allait s'intensifier en deuxième période avec une meilleure entame des visiteurs et un ballon idéalement exploité par Cáceres, totalement esselé, et qui ajustait Butel d'une frappe croisée à la 52e minute de jeu. Malgré une timide réaction des Crocos, c'était encore les Dijonnais qui allaient s'illustrer par l'intermédiaire de Badiane et avec Ribas comme finisseur d'un tir du plat du pied, permettant aux Blancs de doubler la mise à la fin du temps réglementaire. C'est vrai que c'est une victoire qui nous fait beaucoup de bien. J'avais décidé d'accorder aux 11 de départ de la semaine passée une revanche. Et on a su être solidaire dans les moments difficiles. On a eu le petit brin de réussite qu'on arrive à avoir quand on est dans un certain état d'esprit. Après, je dirais que sur l'ensemble du match, ce succès me semble malgré tout mérité. Score final 2-0, deuxième défaite consécutive à domicile pour le Nîmes Olympique et troisième revers en championnat depuis le début de l'année 2011. Les Crocos, qui n'ont plus marqué de but depuis leur déplacement à Châteauroux, mais le coach nîmois entend rectifier le tir. On va commencer à réagir dès le match Angers. Dijon a eu une contre-performance à domicile contre Istres. On a vu la vidéo, ils ont été minables. Aujourd'hui, ils ont été très bons. Donc nous, on va faire la même chose maintenant, mais dès vendredi prochain. Peut-être de jouer à 20h, ça va nous faire aussi un petit peu plus de bien. Les matchs à 15h, on ne les a pas digérés. Donc, c'est pas ça qui a fait. Hein. Mais bon, on va réagir. Une réaction impérative pour les hommes de Noël Tosi. Vous l'avez compris, qui se déplaceront vendredi soir sur la pelouse du SCO d'Angers. Autre réaction, celle du gardien de but du Nîmes Olympique, Ludovic Butel, qui a sauvé à plusieurs reprises son camp. Cela n'a pas été suffisant. Je vous propose de l'écouter. Il faut prendre conscience que la situation devient très délicate. Donc voilà, il faut lever la tête et travailler, mais avoir confiance qu'on est en danger. Ça fait 3 défaites de suite. Le calendrier n'est pas très clair avec nous, parce qu'on va avoir des gros déplacements. Mais je pense que voilà, faut qu'on se remobilise et qu'on aille de l'avant, parce que là, la situation commence à être dangereuse. On se crée pourtant les occasions et on n'arrive pas à les mettre au fond. On n'est pas lucide dans le dernier geste. Et après, passer poteau, on est dans une période délicate, donc il faut que tout le monde aille dans le même sens. Il faut que tout le monde aille dans le même sens, les joueurs, le staff, les dirigeants, le public. Il faut que tout le monde soutienne tout le monde, parce qu'on est dans une situation où faut faire attention, parce que c'est une situation qui sont compliquées à gérer, et si on continue dans cette spirale, ça peut vite dégénérer. Donc on va se remobiliser tous et prendre nos responsabilités, et on va sortir de là, parce qu'on est capable de faire des séries positives. On l'a démontré
avant. Donc voilà, maintenant à nous de faire à nous de tout faire pour que ça change et qu'on puisse redevenir performant et prendre les 3 points à la maison. Et je pense que voilà, une victoire nous ferait beaucoup de bien pour tous et ça redonnerait beaucoup de confiance à tout le monde. Après, il y a des joueurs qui sont partis et des joueurs qui sont arrivés, donc faut aussi attendre qu'ils s'adaptent aussi. On ne peut pas leur demander tout de suite la lune. C'est sûr qu'avec John et Ben, ils étaient bien, l'équipe marchait. Donc maintenant, le reste des joueurs sont les mêmes, on n'a pas perdu nos qualités pour autant. Mais la situation fait que maintenant, on est en danger. Donc il faut se réveiller avant qu'il soit trop tard et qu'on ait le couteau sous la gorge. Je pense qu'on a du potentiel à faire valoir dans ce club. Donc à nous d'assumer, de prendre nos responsabilités. Et je pense que l'effectif qui a au Nîmes Olympique peut rivaliser avec Dijon, avec Sedan, des équipes qui sont devant nous. Donc maintenant, il faut tout faire pour prendre des points et accumuler de la confiance qui va nous faire du bien et remonter au classement. Le point sur les résultats de cette 23e journée de Ligue 2 avec donc la défaite à domicile du Nîmes Olympique 2-0 face à Dijon. Evian Thonon-Gaillard qui l'emporte 1-0 devant Châteauroux. Victoire 1-0 également, mais à l'extérieur cette fois pour l'US Boulogne Cotodopal, l'équipe coachée par Michel Esteban sur la pelouse d'Istres. 2 buts partout, partage des points entre Laval et Tours. Victoire du Havre 1-0 devant Clermont. Le Mans s'impose sur le même score devant Grenoble. Victoire à l'extérieur d'Angers sur la pelouse de Sedan 1-0. Troyes l'emporte 3-2 face au Stade de Reims. Enfin, Vannes gagne son match 1-0 face au Football Club de Nantes. Ce soir, à partir de 20h30, la dernière rencontre de cette 23e journée entre le Football Club de Metz et l'Athletic Club d'Ajaccio. Au niveau du classement, eh bien, Le Mans reste en tête de la Ligue 2 avec 41 points. C'est 2 longueurs d'avance par rapport à l'ETG. Le Havre apparaît en 3e position avec 35 points. Nombre de points identiques avec Boulogne-sur-Mer, l'équipe de Michel Esteban qui pointe au pied du podium. 34 points pour Sedan, pour Tours et pour Ajaccio. 8e, Troyes avec 33 points. 2 longueurs d'avance par rapport à Dijon qui est 9e, ainsi que pour Istres. 30 points pour Nantes et Angers. 13e, Clermont, le futur adversaire à domicile du Nîmes Olympique dans 15 jours avec 29 points. Laval est à la 14e place avec 28 points. 27 points pour le Nîmes Olympique et pour Châteauroux, respectivement 15e et 16e. C'est 3 points de plus seulement que le premier club en position de relégation, à savoir Vannes, qui compte 24 points. 19e Metz, 23 points. Et enfin, Grenoble ferme la marche avec 20 points. La présentation de la 24e journée et le retour des matchs le vendredi soir à partir de 20h. Ajaccio, Evian Thonon-Gaillard. Angers qui recevra donc Nîmes, Châteauroux, Laval, Clermont qui accueille Sedan, Dijon, Le Havre, Grenoble qui recevra Istres, Nantes accueille Metz, Reims, Vannes, Tours, Troyes et enfin le lundi 21 février à 20h30, Boulogne-sur-Mer accueille Le Mans. Voilà en ce qui concerne la présentation de la prochaine journée de Ligue 2. Une courte pause et puis juste après celle-ci, on se retrouve en plateau avec nos invités pour évoquer toute l'actualité du handball, l'USAM et la belle qualification en Coupe d'Europe du HBCN. Vendeurs Nîmes, le spécialiste des poêles, cheminées scandinaves, poêles à granulés et pianos de cuisson, vous accueille dans son showroom du Mas des Abeilles, 1500 route de Saint-Gilles à Nîmes, à côté de l'autoroute Nîmes-Centre. Téléphone 04 66 23 32 01 et sur www.vendeurs.fr. Vendeurs, le spécialiste du piano de cuisson sur Nîmes. Alliance Beauté, c'est un centre de formation en onglerie, maquillage semi-permanent, extension de cils et soins du corps. C'est aussi un institut de beauté Marie-Corps, épilation, onglerie, soins corps et visage, solarium, maquillage créatif et plus encore. Rendez-vous sur la route d'Arles entre Nîmes et Bouillargues.
De retour sur le plateau de Sport Sud avec une large page dédiée ce soir au handball, à la fois le championnat de D1 masculine, mais également la préparation de la prochaine journée de D1 féminine. Un retour sur les résultats de Bouillargues, belle victoire ce week-end face à Angoulême, et puis surtout la victoire du HBCN sur laquelle nous reviendrons en dernière partie d'émission avec nos invités, notamment présentes ce soir en plateau. Tout d'abord Sophie Herbrecht, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir. Et puis à vos côtés, on retrouve Lenka Kisuchanova. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation également pour revenir en image sur cette belle victoire et la qualification pour les quarts de finale de la Challenge Cup. On y reviendra tout à l'heure également. Face à vous, mesdemoiselles, le directeur technique de l'USAM, Dimgar, Jérôme Chauvet. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, on va revenir un petit peu sur la situation du côté du club gardois. La défaite d'un tout petit but, c'était samedi sur le parquet d'Istres. Un match qui laisse des regrets, bien évidemment, mais aussi qui laisse entrevoir des possibilités d'un avenir meilleur, peut-être, pour les matchs retour, avec toujours la quête de cette première victoire en championnat. On le souhaite en tout cas. Avant cela, on va jeter un coup d'œil sur les résultats de la 14e journée de Division 2 féminine. On savait le groupe de Bouillargues amoindri du fait des blessures. En tout cas, les handballeuses gardoises se sont admirablement comportées samedi soir dans leur salle en accueillant, je disais Angoulême, c'est la mode Servolex en fait. Le déplacement à plein de cul que ce sera pour la semaine à venir. Bouillargues qui s'est imposé 27-20 face à la mode Servolex. Celle-sur-Belle qui s'est imposée d'un but 20-19 face à Plan de Cuc. Mérignac s'impose 27-26 devant Bègle. Noisy-le-Grand est défait à domicile par Octeville 31-25. Autre victoire cette fois-ci à domicile pour la SPTT Nice 39-32 face à Angoulême. Et puis 10 buts d'écart en faveur d'Abbeville 19 devant Chambray. Ce qui nous donne au niveau du classement une belle remontée des Bouillarguaises à la 10e place. L'équipe de Marc Villeberger qui va tout faire pour se sortir de cette zone rouge avec 4 points qui séparent l'équipe gardoise de la 9e place Angoulême qui s'est inclinée à Nice. Les Bouillarguaises qui se déplaceront la semaine prochaine chez la Lanterne Rouge, à savoir Plan de Cuc, qui vous le voyez figure 13e et dernier avec 18 points. Ce sera le programme de cette 16e journée du championnat des deux féminines. On le voit, Sophie Arbrecht, avec de la volonté, sans baisser les bras, même si on a des blessés qui sont à l'infirmerie, une équipe peut sortir de situations particulièrement compliquées, et Bouillargues l'a prouvé ce samedi. Tout à fait, oui, ça fait partie du jeu et du sport, les blessures, donc il faut faire avec, et on s'entraîne dur pour ça, justement, pour pouvoir pallier à ce genre de difficultés, et la preuve, c'est que ça travaille bien et que les résultats sont là. 7 buts d'écart, on l'a dit, en faveur de Bouillargues samedi soir. Jérôme Chauvet, est-ce que vous avez été, on l'imagine, heureux d'apprendre cette nouvelle ? Heureux à plusieurs titres, puisque j'ai entraîné pendant une saison le club de Bouillargues, donc voir le club de Bouillargues se sortir un petit peu de la zone des relégables, j'en suis enchanté. La deuxième chose, c'est que Marc Villeberger est mon ami. Donc tout le travail qu'il arrive à effectuer auprès des jeunes pour essayer d'optimiser un petit peu son groupe. Depuis le début de la saison, il a eu beaucoup de blessures sur des joueuses majeures, en l'occurrence Chloé Villemot, qui a été une artilleuse, je crois, ce week-end, puisque je crois qu'elle marque 7 ou 8 buts, qui n'était pas là depuis longtemps. Il y a Cafilou Gomis, qui a une fracture du poignet, donc qui est absente. Je crois qu'il y avait Silla qui n'était pas là ce week-end. En fait, ça fait beaucoup de joueuses majeures et qui ne sont pas là depuis le début du championnat ou depuis de nombreuses dates. Mais en même temps, le fait d'avoir des blessures laisse toujours la possibilité à d'autres joueuses qui, si ces joueuses majeures étaient là, ne joueraient pas, de montrer le bout de leur nez. Et apparemment, ces joueuses, c'est ce qu'elles font. Et tant mieux pour le club de Bouillargues. Alors, on vous connaît en qualité de directeur technique de l'USAM depuis maintenant quelques saisons. Quel est votre rôle exactement au sein de l'organigramme par rapport aux autres équipes ?
Ben moi, en fait, je supervise, je chapeaute tous les entraîneurs et toutes les catégories du club. Donc, dans la mise en place de qui entraîne qui dans les différentes catégories. Mon rôle a été de fixer les objectifs de formation par catégorie et tous les contenus de formation au sein du club et de mettre en place, je dirais, un cursus de formation. Alors, le mettre en place, c'est un bien grand mot parce que le club de l'USAM est structuré depuis de nombreuses années, mais ça a été faire quelques réajustements, modifier un petit peu quelques placements de différentes personnes et d'animer, je dirais, tout au long de la saison et d'arbitrer des fois sur des joueurs qui doivent évoluer en moins de 16 ou en moins de 18 nat au fil de l'année. Quel est le meilleur moment pour ces joueurs? Donc c'est tout mon rôle tout au long de l'année. Et je cumule en manageant l'équipe réserve du club, donc qui est l'antichambre, je dirais, de l'équipe première. Donc d'essayer de continuer avec Romuald Notari qui est sur le centre de formation, avec qui je travaille au quotidien, d'essayer de former ces futurs professionnels pour qu'ils alimentent notre équipe Fagnon. Comment s'est passé le match de ce week-end pour l'équipe réserve? Pour l'équipe réserve, pas très bien, puisque nous avons perdu d'un but. Malheureusement, on a fait comme notre équipe première. Un match un peu difficile, dans une période un peu difficile, parce qu'un peu au même titre que le club de Bouillargues, mon groupe et le groupe de l'équipe première avec toutes les blessures, j'ai des jeunes joueurs talentueux qui sont aspirés dans l'équipe première, mais ça on ne va pas s'en plaindre puisqu'on travaille pour. Donc de les voir évoluer, de bien les voir évoluer au sein de l'équipe première, c'est une très bonne chose et on s'en réjouit. Parce que l'USAM est un club formateur. Exactement. Donc, mais en même temps, ça nous a amputé un petit peu de ces joueurs majeurs dans l'équipe réserve pour aborder ce match à Châlons, qui a été un match, je dirais un match que l'on s'est rendu difficile, parce qu'il y avait largement la place. Mais bon, voilà, on est dans une période, après une période faste dans la première partie du championnat, où actuellement les choses sont un petit peu plus difficiles. C'est des choses auxquelles on s'attendait en voulant faire postuler notre équipe réserve au niveau de la Nationale 1. On savait que ça allait être une année difficile, mais c'était une année test aussi pour certains joueurs, de les voir se confronter à ce niveau-là de la compétition. Donc voilà, on est, je dirais, dans ce qu'on voulait faire avec les joueurs. Et dans le cadre de la 13e journée du championnat de France de D1 masculine, eh bien, l'équipe première de l'USAM était en déplacement du côté d'Istres, un match de tous les espoirs aux enjeux capitaux. Les Nîmois ont cru en la victoire, la première de la saison. Malheureusement, le mauvais sort s'est une fois de plus acharné contre l'équipe dirigée par Laurent Puisségur. Je vous propose un résumé de cette partie entre Istres et l'USAM Nimgar. Le reportage est signé Nicolas Penchino. C'était la dernière journée des matchs allés de la première division et c'était également la dernière chance pour l'USAM de gagner au moins un match dans cette première phase de championnat. Les hommes de Laurent Puisségur se déplaçaient à Istres ce week-end pour rencontrer l'équipe de l'ancien Nîmois Christophe Mazel. Ces derniers évoluent dans la partie supérieure du milieu de tableau après une première moitié de saison au-dessus des objectifs. Les Nîmois, qui étaient quasiment au complet, ratent leur entame de match et à la 10e minute, ils sont déjà 5 longueurs derrière, 8-3. Mais c'était peut-être un peu vite enterré les Nîmois que de croire qu'ils n'avaient plus leur place dans l'élite française. En quelques minutes, les Usamistes infligent un 7-0 aux Istréens. Au centre, sur les ailes des 9 mètres, les Nîmois sont partout. À la 20e minute, les équipiers de Jean-Philippe Ahon mènent 12-9. Et ce n'est pas fini. Malik Boubayou s'illustre. Franck Junillon trouve ses repères. Les Istréens subissent. La mi-temps est sifflée sur le score de 18-13 pour Nîmes. De retour des vestiaires, les Nîmois contrôlent leur avance. Après 5 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps, ils comptent toujours 5 buts d'avance. Mais on sent que le jeu se durcit, les Istréens ne comptent pas se laisser faire. Ils poussent les Nîmois à la faute et c'est sans doute le tournant du match. Les sœurs Bonaventura à l'arbitrage sifflent à la 6e minute un rouge très sévère, trop sévère même, à Malik Boubayou. Un moment de doute pour l'USAM pendant lequel Maxime Derbier en profite pour inscrire 3 buts en quelques minutes. Imité par Michael Keller, Istres se relance et à la 10e minute de cette deuxième mi-temps, Nîmes n'a plus qu'un but d'avance. Les Istréens sont revenus dans le match. Gary Meunier met fin à la progression provençale et montre toute sa détermination.
Les Nîmois resteront pourtant 1 à 2 longueurs derrière. Et si l'attaque fait mouche, la défense est en difficulté. Du coup, les hommes de coach Peggy subissent le jeu des Phocéens. Franck Junillon, Steve Massard et Thomas Thésaurière trouveront pourtant les filets à plusieurs reprises. Les Nîmois reviennent à 1 but à 1 minute de la fin du match après une action décisive de Jean-Philippe Aron. Mais le score en restera à la fin du match, 32 à 31 pour Istres. Une défaite amère pour les Usamistes qui avaient un besoin impératif de cette victoire. Quand bien même ce n'était pas pour le classement, au moins pour mettre un terme à la série noire. Et l'amertume, la déception et la détresse des joueurs nîmois après cette défaite 32 à 31 alors qu'une victoire était envisageable pour l'USAM. Je vous propose bien d'écouter la réaction du coach istréen Christophe Mazel, interrogé par Nicolas Pinchino, et forcément satisfait du score final. On a fait un très beau premier quart d'heure qui nous a donné des fausses indications sur le rapport de force. Il était certain que cette équipe nîmoise, accrocheuse et même talentueuse jouerait son batou. Et on a fait un non-match pendant un quart d'heure. On a subi la fougue de nos voisins. C'était bien mal engagé à la mi-temps. Heureusement, en deuxième mi-temps, notre défense a tenu le choc et on a pu inverser un rapport de force qui était quand même mal embarqué, il faut bien le reconnaître. Il y a une faute, je pense involontaire, mais qui est gravissime vu que le joueur partait au but. Bon, je pense que c'est involontaire et ça nous sert peut-être, mais je pense que de toute façon à ce moment-là c'était une action de dépit parce qu'on était revenu dans le rapport de force et qu'on avait repris le dessus, même si ce n'était pas encore au tableau d'affichage, on avait repris le dessus sur cette équipe nîmoise. Avant la saison, on nous voyait dans la charrette de la relégation. Aujourd'hui, on a montré qu'on avait un autre savoir-faire que ça. Défaite rageante pour l'USAM, vous l'avez compris, qui a mené au score et également imprimé son rythme de jeu. Mais les faits du match ont tourné en faveur des Istréens, notamment après l'expulsion définitive de Boubayou. L'avis d'un champion du monde sur le déroulement de cette partie, Nicolas Pinchino a interviewé Franck Junillon. On fait une très bonne première mi-temps. Je crois que c'est surtout du côté de Istres, on arrive à passer au travers des gardiens, on arrive à les mettre en difficulté à ce niveau-là. C'est autre chose en deuxième, c'est un peu l'inverse quoi, mais c'est plus que rageant là, ça commence à devenir un peu déprimant quoi, parce que elle coûte cher parce que c'est plus une maladresse qu'une méchanceté, donc c'est en connaissant le gars, c'est pas rouge, c'est clair qu'il le prend bien Michael Keller à la figure, mais c'est quand même sévère quoi. Mais quoi qu'il en soit, malgré son exclusion, enfin ça explique pas tout le match quoi, toute cette deuxième mi-temps où je sais pas, on prend quoi, on prend quasiment 20 buts en deuxième mi-temps, c'est pas, on prend 19 buts en deuxième mi-temps, c'est pas normal quoi. On a complètement craqué en défense alors qu'on avait bien dit à la mi-temps que ça allait se jouer là. Et voilà quoi, donc on répète tout le temps qu'il ne faut pas désespérer, que ça va venir, machin. Sauf que le déclic là, on l'a laissé passer quoi. Donc à un moment, il faut saisir les opportunités qui se présentent et on ne l'a pas saisi. Et voilà. La première partie de saison, je l'ai vécu un peu de côté. Là, ça va de mieux en mieux. Après, faut que je sois plus efficace au shoot quoi. C'est ce qui me manque vraiment aujourd'hui. Sinon, pour le reste, ça peut aller. Mais à la limite, j'aurais préféré être encore plus scandaleux au shoot et qu'on gagne d'un but plutôt que d'encore mourir à un but de l'adversaire, quoi. Et on l'avait vu dépiter à l'issue des derniers matchs, pester contre les conditions de jeu ou encore contre certaines décisions arbitrales. Le résultat de la partie contre Istres ne va pas inverser malheureusement la tendance. Il s'agit de Laurent Pusségur, le coach de l'USAM, qui nous donne ce commentaire à l'issue de cette partie perdue contre Istres. J'ai l'impression que c'est le destin. Je suis triste. Je suis vraiment triste pour les joueurs. On se bat, hein, je vous assure qu'on se bat et qu'on essaye et que vraiment pendant toute la semaine les gens sont concernés. Mais voilà, toujours un petit truc qui ne va pas, un carton rouge. Et voilà. Ouais. On savait qu'ils allaient revenir. On avait eu un gros temps fort sur la première mi-temps. On savait que ça n'allait pas durer et que ne serait-ce qu'offensivement, on allait avoir beaucoup plus de mal.
Mais bon, le fait que Malik soit plus là au bout de 10 minutes en deuxième, ça a été compliqué. Voilà, ben maintenant on va remettre le travail sur l'ouvrage sur le travail, comme vous voulez, et puis on va continuer à bosser, et puis on va aller la chercher cette victoire. Hein. Le problème, c'est qu'à chaque fois on est à côté, quoi. On est à 1-2 buts, quoi. Faut se rendre compte de l'état psychologique des gars quand ça fait 6 matchs qu'on joue et 6 matchs qu'on perd d'1 ou 2 buts sur les money time. Alors après, ils ont des choses à se reprocher, oui, mais psychologiquement, pensez à eux dans la semaine, quoi. Quand à chaque fois on bute au pied des marches et qu'on n'y arrive pas, quoi. Donc je crois que là, le plus important, c'est vraiment de rester solidaire, de rester unis. Et puis d'essayer de continuer et d'aller vers l'avant. Ouais. De toute façon, maintenant, je crois qu'il ne manquera plus qu'un miracle pour qu'on reste, quoi. Donc, pas trop regarder le score et essayer de jouer et de s'amuser, quoi, de se faire plaisir. C'est extrêmement usant. C'est extrêmement usant. Et oui, le côté usant de ces défaites consécutives pour l'USAM, vous allez le voir sur le tableau des résultats, revers 32-31 sur le parquet d'Istres dans le cadre de cette 13e journée de D1 masculine. Sur les autres résultats, Saint-Raphaël s'est imposé 36-21 face à Nantes, un partage des points 26 partout entre Toulouse et Dijon. Le Tremblay en France s'impose 22-21 face au Paris Handball. Victoire de Dunkerque 33-24 face à Cesson. Victoire de Chambéry sur le parquet d'Istres 35-33 et enfin Montpellier s'impose à Saint-Cyr 29-26, ce qui au niveau du classement nous donne toujours Nîmes dernier avec 4 points de retard sur le Paris Handball. Est-ce que vous aviez déjà connu, Jérôme Chauvet, une équipe qui à l'issue des matchs allés n'a toujours pas remporté de première victoire? Non, jamais. Je peux pas dire autre chose, jamais, puisque de toute façon cette année, l'année précédente, c'était la première fois de l'histoire du club où l'USAM était dans la zone de relégable. Puisque la seule fois où le club est descendu en 2e division, c'était pour des raisons financières. Mais lors de cette saison, de la dernière saison précédente, on avait été maintenu très largement en 1re division. Donc ça fait 2 saisons où on est dans cette zone-là, et cette année encore au plus puisqu'on est dernier. Voilà. Donc non, c'était une situation que l'USAM n'avait jamais connue. Demain, il va y avoir un sacré rendez-vous à 20h à la salle du Phare à Chambéry, l'ogre de Chambéry, on peut dire. Est-ce que finalement, lorsqu'on voit aussi le résultat, le revers, certes, des Nîmois à Montpellier, qu'on joue plus décomplexé devant les leaders du championnat? Toujours. Toujours. Et à la rigueur, moi je dirais que à la suite de cette dernière déconvenue du match d'Istres, c'est certainement la meilleure chose qui puisse arriver aux joueurs de l'USAM et au coach. C'est-à-dire qu'ils se déplacent à Chambéry sans aucune pression dans le tableau de marche initial, je dirais. Chambéry n'était pas sur les tablettes d'une victoire. Aujourd'hui, comme Laurent Pusségur le disait, je pense qu'il faut essayer de se faire plaisir. Et je pense que depuis 2 ans, les gens ne se font pas totalement plaisir en jouant au handball. Ils essayent de travailler, ils travaillent très sérieusement, je ne peux que l'attester, je suis présent à toutes les séances. Je vois bien que dans les aspects techniques, tactiques, beaucoup de choses sont travaillées, et c'est assez juste. Sinon l'USAM, sur tous les matchs qu'ils perdent d'un but, n'arriverait pas à réaliser ce genre de performance. On serait plus dans des matchs où on prendrait 5, 6, 7, 8, 10 buts à la rigueur. C'est pas le cas. Je pense que ce qui a fait la différence pendant de nombreuses années, et peut-être qu'il n'y est, et c'est pas peut-être, c'est sûr, ce qu'il n'y est plus, c'est un certain état d'esprit. Un certain état d'esprit, non pas que de la bagarre, mais du plaisir humain de vivre des choses ensemble, d'écrire une histoire ensemble. Et tout bête, c'est un petit peu le revers de la médaille actuellement à l'USAM, c'est mon avis, hein, de ce que le professionnalisme génère dans le sport, c'est-à-dire quelque chose d'un peu aseptisé. Où les rapports humains ne sont plus aussi pleins et aussi vrais que ce qu'ils pouvaient être dans un handball amateur. Non pas que je sois content et que je veuille revenir à un handball amateur, mais c'est une constatation que je fais personnelle, c'est que les contrats, l'argent, la médiatisation, etc., aseptisent les rapports humains. Et ces rapports humains, ce plaisir, cette sublimation que les Nîmois avaient depuis des années, ça manque beaucoup aujourd'hui à l'USAM. Et aujourd'hui, avec
les petits moyens financiers dans le paysage handballistique de la ligue professionnelle, dans les petits moyens que l'USAM a, c'est certainement ce qui manque. On manque d'argent, on manque de joueurs, mais ça, c'est pas la première année que l'USAM le vit. Par contre, il y a un ingrédient, je pense, qui manque, qui ne manquait pas dans les autres années, c'est du plaisir, c'est de la passion. Et retrouver aussi le moral pour redonner la confiance à ce groupe. Mais je pense que c'est autour du plaisir, autour des rapports humains. Quand quelqu'un prend du plaisir à vivre avec son coéquipier de jeu en dehors du terrain pour faire d'autres choses. Il me vient plein, je vois les filles du HBCN en face de moi. Cette semaine, je lisais dans la presse, dans le Midi Libre, que des filles font de la peinture ensemble en dehors. C'est des signes forts, ça. Des gens font des choses ensemble en dehors du terrain et sur le terrain. Oui, que le collectif ne soit pas uniquement sur le parquet. Ça ne suffit pas. Ou alors il faut des moyens financiers, sportifs, que l'USAM n'a pas. Un témoignage très intéressant. On aura l'occasion de revenir dans la dernière partie de cette émission Sport Sud, justement, sur la seconde partie de championnat pour l'USAM, mais également sur la belle qualification des filles du HBCN en Coupe d'Europe. Tout cela, c'est après une courte page de publicité. Biancone, c'est dépannage assistance, 24 heures sur 24, auto, moto et toute distance, pièces d'occasion et ateliers de réparation. Agrément préfectoral pour véhicules hors d'usage et des pollutions. Et aussi achat et vente de véhicules d'occasion. Rendez-vous à la zone industrielle Sud-Beaucaire. L'hôtel Spa Le Calendal vous accueille à Arles, idéalement placé entre le théâtre antique et l'amphithéâtre romain. Le Calendal, c'est aussi un espace de détente et de soins avec une piscine ouverte toute l'année qui donne sur l'amphithéâtre. Idéal pour les fêtes avec ses bons cadeaux, le Calendal vous propose une restauration typique aux accents méridionaux. Retrouvez toutes les informations et réservez en ligne sur le www.lecalendal.com. De retour sur le plateau de Sport Sud pour la dernière partie de cette émission et on focus sur la qualification du HBCN pour les quarts de finale de la Challenge Cup, l'une des Coupes d'Europe de handball féminin, avec nos invités en plateau, Jérôme Chauvet, le directeur technique de l'USAM Nîmes-Gard, et puis deux joueuses du HBCN, Sophie Arbrecht ainsi que Lenka Kisuchanova. Pour revenir sur cette qualification, beaucoup de satisfaction. Lenka, un déplacement en l'espace d'une semaine, ce match aux Pays-Bas, puis ensuite le retour au Parnasse, chaque fois avec 8 buts d'écart. Comment vous avez personnellement vécu ces deux parties contre Dalfsen? J'ai bien vécu parce qu'on a gagné tous les deux matchs, donc je joue avec plaisir. Mais pour moi, c'était aussi une obligation parce qu'on a quand même une meilleure équipe. Donc je suis contente de gagner, mais c'était une obligation. Quel a été votre regard justement sur le niveau de jeu proposé par cette équipe néerlandaise? Le niveau hollandais, il est quand même plus bas que notre niveau, comme le championnat en France, mais c'est vrai que le match au début il était quand même difficile parce qu'on ne savait pas beaucoup comment il joue, mais après on a bien joué, on a fait tout ce qu'on devait faire et on a pris les cartes, on a gagné les matchs. On imagine que pour vous, Sophie, il y avait aussi la joie de retrouver l'équipe. Oui, ça faisait 2 mois que j'étais sur la touche, je regardais à la télé les matchs, donc ça fait plaisir de revenir, à ce moment-là parce qu'il y a la qualification, parce que c'était le match, je pense, qui me convenait le mieux pour reprendre, comme il y avait déjà un petit peu un écart au match aller, donc tout s'est bien passé pour ma reprise et j'ai repris quelques sensations, je me suis fait plaisir aussi, donc pour moi ça a été un très bon week-end. Allez, un retour sur le résumé de cette partie, 8e de finale, retour entre le handball cercle Nîmes et Dalfsen. À l'aller, les Nîmois s'étaient imposés de 8 buts. Le score final du retour a été le même. Je vous propose le résumé de cette rencontre. Moins d'une semaine après leur victoire en terre néerlandaise, les handballeuses du HBCN retrouvaient au Parnasse leurs homologues de Dalfsen pour le match retour des 8e de finale de la Challenge Cup. Une rencontre débutée tambour battant par les joueuses de Richard Kuijer qui, comme à l'aller, ont imposé un rythme des plus soutenus en première période. Un défi physique qui s'est traduit par de nombreuses fautes, pas toutes sifflées par le duo d'arbitres moldaves. Oui, c'est sûr, c'est vraiment physique, elles font d'énormes fautes, de grosses fautes. Et donc c'était important ce soir qu'on ne se blesse pas.
Donc voilà, on a essayé de faire attention quand même parce qu'on savait vraiment qu'à moins 10 ou à plus 10, elle lâche pas, elle lâche rien du tout. Donc voilà, c'est vrai que c'était très physique. Ouais. On a vu avec Maureen, notre copine, elle s'est fait mal au nez, la pauvre, elle s'est pris un gros coup de coude et j'espère que ça va aller pour elle. J'ai vu la retransmission à la télé, donc je savais que ça allait être agressif. Puis je connais aussi le jeu néerlandais. J'ai l'habitude de ce jeu très, très engagé, très physique. Donc on a serré les fesses, comme on a dit. Et puis nous aussi, on est allé un petit peu plus fort et c'est passé. Avec 4 tirs victorieux au même titre que Chloé Bulleux et Camille Aiglon, Sophie Herbrecht fait partie des meilleures buteuses nîmoises de la partie. Comme à l'aller, 9 joueuses du HBCN ont trouvé au moins une fois le chemin des filets. Une régularité au tir qui a toutefois été contrariée par la réussite de la gardienne néerlandaise Annick Lipman, auteure de 16 arrêts sur 43 tirs, dont certains particulièrement spectaculaires en première période. Sur la même mi-temps, son homologue nîmoise, Katharina Bralo, n'a elle aussi pas démérité, avec 15 arrêts sur 28, soit 53% de réussite. Le tableau d'affichage indique un score de 13-10 en faveur des Nîmoises à la mi-temps. Au retour des vestiaires, ce sont des joueuses remotivées et mieux organisées dans la construction du jeu qui allaient faire la différence et creuser l'écart, parfois avec 9 buts d'avance. À l'issue de la seconde période, le HBCN gardait la main pour l'emporter finalement 27-19, soit 8 buts d'écart en faveur des Nîmoises, exactement comme au match aller. Je suis bien contente de cette qualification en quart. C'est vrai que tu reviens de là-bas avec une victoire de 8 buts, c'est difficile. Par contre, ce que je leur ai dit aux filles, c'est que justement on doit rester rigoureuse dans ce qu'on doit faire. Et elles montraient avec le retour de Sophie ce soir qu'on a la possibilité de marquer beaucoup de buts, d'encaisser peu. Et il y a eu des situations de match en attaque qui nous ont fait beaucoup plaisir parce qu'il y a eu un jeu en continuité. C'est sur ça ce qu'on veut tendre et surtout de ne pas encaisser en défense. On a assuré la victoire, on a gagné, c'est le principal. Et puis on a pu tourner, tout le monde a joué, on s'est fait plaisir, donc on est contente quoi. Bon, c'était déjà bien parti après le match aller, mais là on s'est fait plaisir. Ça n'a pas été super joli à voir, mais en tout cas on a été tout à 100%. Ça a été un match dur au niveau de l'engagement physique, ça a été très agressif. On a répondu présente, le résultat est là, la qualif est là, et puis moi j'ai retrouvé quelques sensations, donc c'est top. Reste à savoir désormais vers quelle destination européenne les Nîmoises vont embarquer le mois prochain. Un retour aux Pays-Bas, un dépaysement en Turquie ou encore une escapade italienne. Quelques-unes des possibilités de tirage au sort pour les quarts de finale de cette Coupe d'Europe de handball féminin. Il y a un tirage au sort qui aura lieu demain matin, mardi, à partir de 11h pour avoir tout le programme de ces quarts de finale. Alors on peut citer quelques noms, à la fois le Sokol Pisek, club tchèque, les 2 clubs français, Nîmes et Mios Biganos, le Handball Academy, actuel leader du championnat des Pays-Bas, Morad Passa, c'est un club turc, le Spartak de Kiev, club ukrainien, citons également Vigazio, ainsi que Prilep, club macédonien. Quelles ont été, Sophie, les paroles de Manuela Ily à la mi-temps, à un moment où on le sait, un petit peu comme au match aller, les Néerlandaises ont imposé un rythme, ont mené parfois à la marque. Il était dur de creuser l'écart, notamment du fait des nombreux arrêts de la gardienne de but. Comment vous avez pu asseoir votre jeu en deuxième mi-temps finalement ? C'était pas compliqué. Voilà, nous aussi, on s'était rendu le match difficile en première mi-temps, donc c'était à nous d'inverser la tendance, notamment sur les pertes de balles, énormément de pertes de balles en première mi-temps qui doivent pas exister, des échecs au tir, des immanquables comme on appelle, qui justement devraient être au fond. Donc c'était en changeant plein de petits détails comme ça qu'on pouvait passer petit à petit devant, et c'est ce qu'on a réussi à mettre en place en deuxième mi-temps. Parfois, les coachs de handball disent, lorsque le gardien adverse fait beaucoup d'arrêts, que les attaquants de sa propre équipe, finalement, font briller le gardien. Est-ce que Manuela Ily vous a dit ça, ou quand même Annick Lipman a fait quelques arrêts vraiment de grande catégorie ? Non, elle a très bien joué, il faut le dire. Quand aussi une gardienne fait des arrêts, c'est pas forcément que les tireuses tirent mal, mais aussi que la gardienne, elle fait un très grand boulot. Donc c'était à nous de faire en sorte de changer nos impacts, d'être un petit peu plus précise ou de tirer un petit peu plus fort pour arrêter cette dynamique. Et voilà, je pense qu'on s'est ressaisi à la mi-temps, même si on a continué à avoir pas mal d'échecs, on s'est ressaisi et c'est passé au bout d'un moment. Être plus efficace au tir et effectuer quelques ajustements au repos, tel était bien le choix pris par Manuela Ily. Je vous propose de l'écouter. On a
réglé quelques détails sur lesquels la première mi-temps on n'a pas été assez concrète, et en défense et en attaque. Les filles, elles ont dit leurs mots sur le terrain. Nous, on fait que les accompagner dans leur travail sur le terrain, et elles étaient parfaites la deuxième. Un entraîneur va vous dire toujours qu'on va pouvoir encore monter. N'oublions pas qu'on a eu quand même un gros changement par rapport à notre base arrière, qu'il y a notre nouvelle joueuse qui vient depuis quelques semaines, il y a Sophie Herbrecht qui rentre sur le terrain maintenant. On peut encore mieux faire, et je suis contente de ça, parce que tant qu'il y a du potentiel et envie de travailler, on peut arriver loin. Et oui, de l'évolution dans cet effectif nîmois. Manuela Eili, Lenka faisait référence notamment à l'arrivée de Nina Jiricek justement sur la base arrière. Comment vous sentez justement l'équipe évoluer, à la fois dans sa façon de jouer et puis aussi dans son efficacité? C'est vrai que c'est complètement différent, elle joue un peu différent comme Sophie, mais au début c'était un peu difficile parce qu'on ne se connaissait pas, donc en attaque il fallait qu'on parle beaucoup. Pour elle c'était difficile parce qu'elle ne comprenait pas ce que Manu lui a dit. Mais on a essayé un peu de communiquer parce que je parle un peu croate, donc je lui ai expliqué comment faire, mais je pense qu'elle a besoin encore un peu de temps pour s'intégrer dans l'équipe. C'est vrai qu'elle est arrivée après 6 mois que le groupe travaille ensemble, donc c'est toujours difficile, mais elle essaye quand même, elle s'entraîne à fond pour que s'intégrer bien dans l'équipe. L'HBCN, un club titré à 2 reprises au niveau européen en 2001 et 2009. Il y a, Jérôme Chauvet, une grande culture du handball féminin aussi et de la réussite à Nîmes. Quelle est votre appréciation justement sur la trajectoire européenne du club du handball des Cercles Nîmes? Pour moi, elle est dans la ligne droite de ce qu'elle fonde depuis de nombreuses années, et je dirais avec une phase ascendante. Moi, quand je vois l'équipe de cette année, avec les joueuses qui la composent, ça fait longtemps que je suis à Nîmes, je crois jamais avoir vu une équipe aussi équilibrée que l'équipe du HBCN cette année. Et on le voit à travers les résultats. Malheureusement, un petit peu la blessure de Sophie a mis un petit arrêt à un certain moment. Mais je pense que dans les mois, dans les semaines, dans les mois qui arrivent, le HBCN va monter en puissance complètement quand l'osmose sur au moins ces 4 filles de la base arrière vont pouvoir, sur les rotations, jouer parfaitement ensemble. Je pense que ça va faire mal. On le souhaite en tout cas, parce qu'il y aura différentes compétitions, à la fois le championnat, vous le savez, rien n'est fini, même si Metz assoit une domination affirmée sur la saison. Il y a également la Coupe de France. Notamment, Sophie, lorsque vous étiez absente, il y a eu une reprise un petit peu difficile parce que l'effectif était décimé au niveau des blessures. Il y a eu cette élimination en Coupe de la Ligue, une reprise difficile du côté de Toulon. Personnellement, comment vous avez géré, on va dire, toute la période où vous ne pouviez pas aider l'équipe sur le terrain? C'est toujours difficile. On se dit que c'est un petit peu, des fois, un petit peu de sa faute aussi, parce que même si c'est toute une équipe, voilà, je n'étais pas là pour les aider. Maintenant, moi, j'avais mon travail personnel à faire, j'avais ma rééducation à faire, et voilà, j'ai énormément travaillé, donc j'ai plus pensé un petit peu à moi pour pouvoir venir en pleine forme. Justement, comme ça s'est passé le week-end dernier, mais c'est toujours frustrant quand on n'est pas là et qu'on voit son équipe perdre. Alors je l'ai dit tout à l'heure, bien une liste des 8 équipes qui sont en lice pour le tirage au sort de demain matin à 11h pour ces quarts de finale de la Challenge Cup. Est-ce que vous avez, mesdemoiselles, une préférence, Lenka? Moi, bien sûr, je voudrais bien jouer contre l'équipe de Tchéquie, parce que c'est pas juste parce que c'est dans mon pays, mais aussi parce que le niveau il est pas très élevé. On peut bien passer plus facilement, donc pour moi c'est l'équipe de Tchéquie, c'est sûr. Et après, pourquoi pas Italie, ouais, je veux bien aussi. Voilà, du côté de Vigazio. Pour vous, Sophie, plutôt l'Italie, plutôt éviter l'Ukraine? Voilà, c'est à mon avis, moi je voudrais surtout éviter l'Ukraine par rapport au niveau de jeu, et Macédoine, parce que aller faire un déplacement là-bas, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa, donc essayer d'éviter les pays de l'Est. Après, bon, évidemment, éviter le club français, parce que voilà, ça serait bien que les 2 équipes françaises aillent le plus loin possible. Après, moi, ça m'est égal, mais ouais, essayer d'éviter l'Ukraine ou la Macédoine, ça serait pas mal. Que le club français, ça ferait un trop plein de rencontres contre Nios Biganos, puisque il y a également un petit moment, un match en coupe. Après, aussi un autre match récent en championnat. Tiens, puisqu'on parle du championnat, on va jeter un coup d'œil sur le programme de la 15e journée, avec d'ores et déjà une rencontre qui a été
remporté vendredi soir par Fleury-les-Aubrais 38-26. C'était face à Cergy-Pontoise. Au niveau du classement, alors qu'on voit ici sur le tableau le match de mercredi soir, rendez-vous à 19h30 au Parnasse pour la réception de Besançon par le HBCN. Nîmes, le HBCN qui est toujours 4e à égalité de points avec Toulon, 31 points. 4e place du fait d'une moins bonne différence de but par rapport à Toulon. 3 points séparent le HBCN de la première place détenue par Metz. Besançon qui est actuellement 10e au classement avec un tout petit point d'avance sur la lanterne rouge Cergy-Pontoise. C'est peut-être le moment, Sophie, de faire un bon coup face à Besançon, qui plus est une équipe que vous connaissez plutôt bien. Oui, c'est vrai que j'y ai passé quelques années, j'y ai passé 7 ans je crois là-bas, mais c'était il y a un petit moment déjà, donc le club a changé, les joueuses ont changé, donc c'est totalement différent. Mais disons qu'on a une obligation de gagner sur ce match-là, parce qu'on a utilisé tous nos jokers et comme étant un match à domicile contre une équipe de bas de tableau, on ne doit pas perdre. Et pour cela, il faut régler les petits détails qui nous ont coûté un petit peu ce week-end. Puis il y aura un déplacement également difficile à négocier pour Arvor, qui va aller dans la fameuse salle de Mios Biganos. Pour vous, Lenka, vous continuez à découvrir ce club de Nîmes après avoir évolué notamment sous les couleurs messines. Est-ce que le handball pratiqué dans le sud de la France est différent de celui pratiqué en Lorraine? Il n'y a pas grande différence entre le sport qu'il est pratiqué à Metz qu'ici. Non, il y a pas. C'est vrai qu'à Metz, sur chaque poste, il y a 2 joueuses qui sont un peu le même niveau. Vraiment, il y a la concurrence, il y a une grande concurrence. C'est pas le cas ici, il n'y a pas si grande concurrence. Mais comme je dis, je trouve que cette année, à Nîmes, on a vraiment de super bonnes joueuses. Donc, on est aussi professionnels comme à Metz. Et puis avant de vous quitter, mesdemoiselles, messieurs, un mot sur le calendrier 2011 du HBCN, la découverte de l'amphithéâtre romain. Comment vous avez vécu cette expérience, Sophie, le fait de poser? En fait, on a dû faire ce calendrier assez rapidement. On a été pressé par le temps, donc on n'a pas pu bien mettre en place ça. Donc ça s'est fait trop rapidement. On n'a pas eu le temps de prendre du plaisir. Donc... Il faisait froid, on a fait ça sur une journée, il pleuvait, donc ça a été un peu difficile pour nous, mais maintenant, voir nos têtes sur un calendrier, ça fait toujours plaisir. Voilà, vous découvrez ici Sophie, à l'entame du calendrier. Si on peut revenir peut-être pour montrer sur le plan principal. Sophie Abracht ici, en bas, si ça ne brille pas, sur le bas du calendrier pour débuter l'année. Et puis Lenka qu'on retrouve ici en portrait sur la fin. C'était aussi pour vous peut-être la découverte des arènes, Lenka? Oui, c'est la première fois que je suis allée, mais on n'avait pas trop le temps de visiter. Parce qu'il faisait froid, on était juste habillés comme ça, vite fait, on a fait les photos et on est parti. Mais j'ai quand même un peu visité, bien sûr. Un calendrier à découvrir au Parnasse. On sera bien évidemment derrière le HBCN pour le match de mercredi à 19h30 et puis derrière l'USAM pour ce déplacement à Chambéry demain soir, mardi à 20h. Merci, mesdemoiselles, messieurs, d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, la météo et puis le journal du soir présenté par Franck Chassagnon. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour un nouveau numéro de Sport Sud.